C'est pas cool de faire des vidéos sur internet, c'est la honte, la crise d'ado de merde. Les petits trucs, Pas du tout, pas du tout. Okay. Super mal payé. L'introduction où j'y passais, genre des fois 2 jours à me cumuler, 25 €. Quand les mots suivants sont prononcés, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Pour résumer, les gens n'écoutent pas. Ils ferment. Ouais, les gens ferment. Si une miniature est bonne, aguicheuse, voire putaclic, elle va faire peut-être beaucoup cliquer, mais les gens, ils arrivent sur la vidéo, ils sont déçus. Par contre, une miniature qui est intelligente, mais quand même aguicheuse, elle va faire amener les gens sur la vidéo et ils vont rester. Et ça, c'est très différent. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Pilot. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Justin Buisson que vous avez sans doute déjà vu sur YouTube. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept de l'émission, le but c'est de parler de marketing mais de façon chill et cosy, mais aussi axé sur le parcours des invités. Donc bienvenue Justin, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Heureusement que tu précises marketing chill. Parce que ouais, moi, marketing, j'avoue, on va voir les questions que tu m'as réservées. Oui, t'inquiète. Mais si c'est pas chill, j'avoue que je pense que j'aurai pas les réponses. Non, mais t'inquiète, j'ai fait en sorte de vraiment axer sur ton expertise, donc la vidéo. Donc t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Trop cool. Parce que, faut préciser quand même que la vidéo fait partie du marketing. Maintenant, c'est un format qui monte de plus en plus et que tu connais très très bien. Donc vas-y Justin, je te laisse la parole pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tout à fait, donc je m'appelle Justin Buisson. Mon métier il est divisé en 2 parties. J'ai une partie où je vais vraiment travailler avec des clients sur de la vidéo, du motion design et du montage. C'est vraiment mes 3 piliers. Et après, j'ai ma chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, je vais justement parler de mon travail, mais de façon plus légère, un peu comme tu le fais aujourd'hui. Une émission, un format, un challenge, quelque chose en rapport avec mon métier. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Ça me prend déjà pas mal de temps, on va pas se mentir. J'imagine bien, vu le temps que ça met de produire une vidéo, tout ça. De toute façon, toi-même, tu vois, hein. De toute façon, tu mets les caméras, donc… je le vois, le temps monstre que je passe au montage. Du coup, ça fait depuis 2 ans et demi qu'on se connaît, grâce à Behind the Skills. Ouais. D'ailleurs, Victor, je l'ai interviewé justement il n'y a pas longtemps. Tu es toujours freelance, du coup, pour tout ce qui est capta, montage. Ouais. Et puis aussi un peu de motion de temps en temps. Puis même s'il faut faire des visuels fixes, je suis un peu tout terrain, je peux aussi m'adapter. Mais ouais, on s'est rencontrés à cette époque-là. Toi, tu as rejoint en cours de route. Moi, je suis dans Behind the Skills, j'étais là tout au début en alternance, pendant 2 ans. Et après l'alternance, j'ai décidé d'être en freelance parce que je ne suis pas trop quelqu'un du CDI. Je pense que toi non plus. Quoique, si peut-être tu as peut-être plus le profil de pouvoir rester dans la même entreprise plusieurs jours d'affilée. Moi, je suis un petit peu… faut que je bouge, quoi. Faut que je fasse d'autres projets. Je sais pas, en fait, je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait, moi j'ai les deux. En vrai, tu vois, CDI, en vrai, s'il y a une boîte avec laquelle ça matche vraiment, moi ça me pose pas de si. Tout est une question de fit, en fait. C'est vrai, si tu le sens avec les gens, avec qui, même les valeurs de la boîte et tout. Donc voilà, je pense que on a des similarités dans nos profils, mais aussi des trucs, au moins le CDI par exemple. C'est pas que c'est hors de question, mais ça me paraît compliqué, quoi. Par rapport à tes projets, tout ça. C'est ça. Justement, j'allais te poser la question de tes débuts chez Behind the Skills. Comment vous êtes connus avec Paul et Victor, qui sont les cofondateurs, pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Trop marrant. Donc, avant, je faisais des petites vidéos pour Le Wagon. C'est une école de code à Lyon. Maintenant, ils sont dans le monde entier. Et en fait, ils faisaient ce qu'on appelle des Demo Days. Donc en fait, à la fin de la formation, les étudiants vont présenter leur projet qu'ils ont codé pendant 9 semaines. Et moi, je faisais les vidéos de ce moment-là. Et j'ai fait ça pendant bien 3 ans en vrai. Et Paul, qui est un des cofondateurs de Behind the Skills, a fait Le Wagon à un moment. Et en fait, il demande… Lui, il avait déjà cette ambition de créer une boîte avec du coup Victor. Et du coup, il sonde un petit peu autour de lui et il demande au gérant du wagon « Est-ce que tu connaîtrais pas des gens chauds en vidéo ?» Et puis du coup, il me dit « Bah ouais, on a un gars qui vient tout le temps faire les Demo Days à chaque fin de séance pour nous. Envoie-lui un petit message. » Et à cette époque-là, moi, j'étais encore en cours, j'étais à l'école. Et puis, je faisais ça à côté pour m'éclater, pour prendre un peu de niveau en vidéo. C'était pas ouf. Quand on compare à aujourd'hui, c'était vraiment le début, quoi. Je découvrais un peu la vidéo. Et puis
Et donc, il me met en contact avec Paul, il m'envoie un message. Et puis là, on va boire une bière ensemble, avec Paul et Victor, je me rappelle. Et là, ils m'expliquent leur boîte. Et puis, au début, on était vachement en mode, mais tiens, on va faire ça en freelance. Parce qu'ils ne savaient pas encore trop s'ils allaient avoir beaucoup besoin de moi, s'ils allaient avoir besoin de moi de temps en temps. Donc, au début, on dit freelance. Puis après, ils reviennent vers moi quelques jours et ils me disent, mais en vrai, on pourrait te proposer une alternance. Hein. Nous, on a vu avec l'Opco, on est en train de créer notre entreprise, ça a l'air faisable. En plus, à l'époque, il y avait les trucs de 8 000 € remboursés de l'Opco, je sais pas si tu vois, mais en gros, ça coûtait quasiment que dalle d'avoir un alternant. Donc, ça leur allait bien. Et puis ensuite, je reviens sur la proposition et je fais, bah ouais, en fait, c'est pas mal. Ça tombe bien, moi, j'ai 2 ans d'alternance à faire. On signe sur 2 ans et ça s'est fait comme ça, en fait. Et après, ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient 2. Et je suis vraiment la première personne qui rejoint leur aventure en tant qu'alternant. Et genre, 1 mois après, on commence à produire les premières vidéos du média, etc. Je commence à leur proposer une direction artistique. On essaie de discuter sur les formats. Est-ce qu'on fait des formats de 7 minutes, de 10 minutes? Est-ce qu'on fait pas plutôt des formats de 3 minutes? Tu vois, c'était déjà toutes ces questions en vrai. Sans m'en rendre compte, j'étais déjà en train de faire du marketing en même temps que de faire de la vidéo, au final. Alors que moi, à la base, je suis un peu un nerd. Moi, je regarde Moi, ce que j'aime bien, c'est les caméras, les modèles de caméra, quel objectif tu vas mettre dessus, quel plan on va faire. Et c'était pas vraiment quel format on va faire, quel format va faire le plus de vues, machin. Et donc ça, c'est venu dans un second temps. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a créé nos premières vidéos. Ah, trop bien. Parce que justement, j'allais te demander si tu étais arrivé au moment où ils avaient déjà conceptualisé le média. Non, vraiment là, ils avaient rien en vidéo. Toi, t'es arrivé vraiment ils avaient leur logo. au moment, quoi. Ils avaient le logo, c'est tout. Je crois que c'était eux qui l'avaient fait. Oui, ils l'avaient fait eux-mêmes, ouais. Ça, franchement, il était ok, je trouve, le premier mais logo. Oui, Il passait là. Moi, je crois que c'était un graphiste qui l'avait fait. Mais je crois que c'est passé là. Et ils avaient fait quand même un appel à un petit motion designer pour faire 2-3 éléments de DA. Ça, je me rappelle, genre des petits mots qui pop, des trucs comme ça. Et ça leur avait coûté, je sais plus combien, une petite enveloppe de 1000-1005 pour avoir quelques petites assets. Ils avaient déjà leur couleur bleu, rouge, marron, orange. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Et après, à partir de là, on a trouvé des gens à interviewer. Et au début, tu sais, c'est vraiment à perte, quoi. Eux, ils étaient en mode, bon, bah, on investit un petit peu d'argent dans notre poche, mais pendant 6 mois, on va peut-être faire aucune thune. Et c'était un peu le cas. Et après, il y a eu les rebondissements. Enfin, tu vas peut-être poser des questions. Mais... Après, c'est pas ma boîte, hein, mais j'ai tout vécu, on va dire. J'ai vécu de 0 € au premier 1000 €. Après, j'ai vécu vraiment quand ils ont commencé à vraiment recruter 10 personnes. Sur la 2e année. Et puis après, voilà, on est un peu de retour à la case départ maintenant, des chemins qui se sont un petit peu séparés, etc. Mais vraiment, j'ai tout vu de A à Z, quoi. Donc c'est assez marrant. Putain, c'est trop bien que tu aies pu tout voir. Bah justement, quand j'ai interviewé Victor, il m'a raconté un petit peu comment ça en est venu à l'agence de prod, tout ça, tu vois. C'est quoi sa version? Est-ce que ça corrèle avec la mienne jusqu'à présent? En fait, il m'a dit que c'était un petit peu venu... comment dire, comme une opportunité en fait. Tu vois, en fait, il y avait tout simplement des gens qui ont vu qu'ils faisaient de la vidéo, qui trouvaient ça cool et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi, tu vois. Au H7. Au H7, exactement. Parce qu'ils étaient là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Je les ai rejoints au H7. Mais très vite, ça rejoint un peu mon profil, comme je te disais au début. Je suis pas capable d'être en CDI parce que même en alternance, en plus, c'était à la période du Covid, donc c'était plutôt pratique. Mais je leur disais déjà, moi, je travaille vraiment mieux de la maison, quoi. Genre quand je suis chez moi, je suis beaucoup plus efficace que de venir à H7, d'avoir un ordi portable avec du bruit autour, des gens qui viennent à ta table pour te proposer un pain au chocolat. Ok, c'est convivial et tout, c'est super, mais par contre quand on parle purement de montage et de création vidéo, où il faut être concentré un peu dans ta bulle, en vrai c'est pas trop compatible, je trouve, avec ces métiers. Alors que leur métier, où c'est plus de faire un petit peu de réseau, de contacter des gens, peut-être que même leurs voisins de table, c'est leur prochain client, bah, grave pertinent pour eux. Mais pour moi, c'était genre déjà, j'étais en mode, je travaille de la maison, quoi, direct. Non mais ça se comprend. Et d'ailleurs, on était super contents à chaque fois quand on te voyait. Enfin, tous ceux qui étaient en full remote, à chaque fois, on était c'est trop bien. Ouais, j'étais content de vous voir aussi. Hein. C'était trop bien. Les tables étaient bien remplies. Hein. Franchement, il y avait du monde. Il y avait du monde. Et du coup, bon. Tu m'as parlé un petit peu du wagon, pour lequel tu as fait des vidéos. Mais avant Behind the Skills, quelles étaient tes expériences? Est-ce que tu faisais déjà pas mal de vidéos? Tu étais déjà dans le graphisme, tout ça? Donc j'ai
Tu veux qu'on commence à partir d'où? Parce que ma première création, vraiment de graphisme pur, elle remonte à 2013, quoi. Ah ouais, il y a longtemps. Donc, c'était une époque où je faisais déjà beaucoup de vidéos YouTube, mais gaming, vraiment 100% gaming, donc rien à voir avec le graphisme. Puis en fait, après, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait des introductions. Les youtubeurs, ils avaient des intros. Mais toi-même, tu sais, puisque tu avais à l'époque une chaîne YouTube, je pense que tu avais une intro, non? Ouais, les espèces de bandes annonces. Ouais, là, une sorte les de trucs petite comme intro ça, au début. là. Avant de dire bonjour tout le monde, t'as un petit truc animé ou même une image ou quoi que ce soit. Et ben, je me suis spécialisé là-dedans, mais dans le gaming, précisément sur un jeu qui s'appelait Minecraft. Et là, je faisais des introductions pour des youtubeurs. Trop bien. Et j'ai fait ça en boucle, j'avais quoi? J'avais 14 ans, j'avais 13 ans, 14 ans. Et je faisais ça sur mon temps libre parce que j'étais vraiment à fond là-dessus, j'adorais ça. Puis après, j'ai fait une petite pause. La crise d'ado, c'est pas cool de faire des vidéos sur internet, c'est la honte. La crise d'ado de merde, où t'as honte de tout, cette phase un peu nulle. Puis après, je reviens en école de graphisme. Ça, on est en 2017. Et puis ensuite, en 2020, je redécide de relancer ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai un petit peu avancé dans le temps. Mais les expériences que j'ai eues entre 2017 et 2020, j'ai fait des stages principalement dans une boîte qui s'appelle Cabochard. Elle est à Lyon, c'est une super boîte. Ah, je vois de nom. Ouais, je les surkiffe, c'est une de mes meilleures expériences professionnelles, genre premier degré. C'est des gens qui m'ont fait ultra confiance alors que j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et puis c'est des gens qui sont juste très humains dans la vidéo et qui essaient de faire des bonnes vidéos et tout. Donc franchement, je les ai adorés. Super stage. Et après, en 2020, je pars à Berlin avec Aurélien, qui est un ami à moi, en colocation. Et puis là-bas, je fais aussi un stage dans le cadre de mon école, mais cette fois dans un studio de 3D. Et c'est assez marrant parce que du coup, c'est en Allemagne. Et moi, je suis mi-allemand, mi-français, donc je parle l'allemand couramment. Donc c'était grave un avantage. Je pouvais aller dans une entreprise et parler leur langue, donc vraiment super utile. Mais voilà, j'ai déjà constaté des différences de mentalité dans le monde pro allemand et français. Et du coup, c'était assez marrant à voir. Super enrichissant, tu vois, de passer de la France à l'Allemagne et de voir toutes ces différences alors qu'on est pays voisins, quoi. Et voilà les expériences que j'ai eues. Là-bas, je faisais de la 3D principalement. Ça m'a plu, mais c'était peut-être pas mon domaine, tout simplement. Un peu moins mon domaine que le motion, que la vidéo. Non, mais c'est drôle que tu aies commencé, tu vois, à 13-14 ans par un truc plutôt passion. J'imagine que tu te payais pas encore avec les petits trucs. Pas du tout, pas du tout. Okay. Super mal payé. L'introduction où j'y passais, genre, des fois 2 jours à me cumuler, 25 €. Ah oui. Vraiment, tu sais, t'as 14 ans, t'as aucune idée. T'as pas conscience aussi des prix. C'est déjà énorme pour toi, 25 € et à surtout, l'époque. mes clients, c'était des gens de mon âge, limite. Tu sais, ils payaient avec l'argent de poche de leur daron. Donc pour eux, 25 €, c'était en mode, t'es cher, mec. C'est ouf. Donc, tu sais, c'était mignon. C'était entre nous. Voilà, on se faisait des petits PayPal par-ci par-là. Donc, rien de bien méchant. Et puis après, ouais, c'est devenu quand même. J'avais un petit nom. Faut pas croire, c'était dans la scène, c'est très précis, mais dans la scène Introduction Minecraft. À l'époque, je m'appelais Flowz, donc Flowz. J'avais un petit nom, voilà, je fais pas le mec, mais j'avais beaucoup de communautés allemandes et anglaises et quelques français. Et j'étais un petit monsieur dans la création d'introduction Minecraft. Et puis après, ça a disparu parce que j'ai eu ma fameuse crise où tout était la honte, machin. Je sais pas, t'as eu ça toi? Ce truc de un crise moment, genre en mode parce qu'avant tu faisais des vidéos YouTube et après peut-être t'as eu un moment non c'est la honte ou alors t'as juste arrêté parce que tu faisais autre chose. Ouais, en fait c'était plus parce que j'avais plus le temps avec mes études et aussi parce que je procrastinais pas mal dans ma création de contenu, ce qui est vraiment pas bien si on veut avoir des résultats. Mais ouais, j'ai aussi commencé quand j'étais au collège, quoi. Vraiment 12 ans. Ouais, allez, le premier Skyblog, mais c'était pas un Skyblog sur moi, c'était vraiment un Skyblog, ouais, genre. Les blogs sources, comme ils les appelaient à l'époque, mort de rire. En fait, c'est quoi ça, un blog sur une personnalité. En fait, à l'époque, on appelait ça des sources. Genre, ta première source sur Miley Cyrus, ta première source sur Britney Spears. En fait, ouais, on appelait ça des sites sources ou des blogs sources. En fait, des sources, voilà.
pour relier l'actualité de nos stars préférées. Et puis moi, c'était sur une actrice qui jouait dans Hannah Montana. Ok. Emily Osment, justement, on en parlait la semaine dernière. Oui, on en parlait. Là, Ouais, c'est bon. avant que j'ai mal au bide et que je rentre chez moi. En plus, t'as pas choisi Hannah Montana, t'as choisi l'actrice à côté. Ouais, l'actrice à côté. Il y avait déjà, inconsciemment, hein, mais t'as fait déjà un move très smart. C'est genre de pas prendre le principal que tout le monde va prendre, parce qu'il va y avoir sûrement des centaines de blogs sur elle. T'as pris un petit peu le personnage secondaire, qui a aussi beaucoup de trucs à dire ou à trouver sur elle, j'en sais rien. Du coup, c'était déjà une forme de marketing naïf, mais c'était déjà un peu, tu vois, je trouve. Ouais, peut-être je me trompe, hein, peut-être je me trompe. Mais... De ouf, c'était aussi parce que je la préférais. Je sais pas, voilà, dans tu la vois, série aussi, je sais pas, je la encore trouvais une plus fois, on revient, drôle. à la base, c'est la passion. Quoi. Mais ouais, enfin, je relayais vraiment toutes ces actus, je rédigeais tous les textes, mais mort de rire, mais le nombre d'heures que j'ai passé chaque jour, genre... Dès que je rentrais des cours, mais même le matin, genre avant d'y aller, mais tu me verrais genre à 6h30, 7h du matin, j'étais déter, j'étais déjà sur mon blog, là, comme ça, sur l'ordi. T'écrivais beaucoup de textes, en gros, c'était où tu trouvais aussi des photos? En fait, j'écrivais du texte, mais je faisais aussi des petits montages photos. Hein. Ok. Ça déconnait pas sur Photofiltre. Et après, j'ai craqué Photoshop quand j'ai commencé à rentrer au lycée pour pouvoir faire des craies un petit peu plus poussées. Bien sûr. Et un truc que j'assume un peu moins, mais j'avais aussi un blog sur Pékin Express. Oh, ça va, non, ça va. Ça me choque pas. Ah ouais? Je trouve pas ça plus honteux ou quoi, non? Genre sur tous les candidats et tout, ouais, un tel est éliminé, gna gna gna. Voici toutes les en vrai, news. si ça marchait, c'est que ça intéressait des gens au fond. Mais oui, mais dis-toi que je m'étais fait plagier en plus mon contenu sur Pékin Express. Oh waouh, tu te fais voler du contenu, c'est du vrai journalisme, c'est ouf. Mais oui, mais enfin voilà quoi. Mais en plus, je faisais vraiment du marketing vraiment à la zeub quoi. Enfin, en fait, je faisais déjà du marketing sans le savoir, mais tu sais, quand t'es dans ce monde-là, surtout en étant très jeune, mais genre ma newsletter, c'était quoi? C'était même pas, tu sais, avec les outils d'emailing comme on fait aujourd'hui, ultra poussé. En fait, à l'époque, j'avais juste un article sur mon Skyblog où le titre c'était newsletter tout en majuscule et il y avait une petite phrase en mode oui, ceux qui veulent s'inscrire, vous me mettez un commentaire. Oula, j'ai oublié de désactiver les notifs. Genre j'avais une petite phrase en mode oui, si vous voulez vous inscrire, et ben vous mettez un commentaire. Le pire c'est que ça marche. Enfin, c'est que ça marchait en fait, les gens ils mettaient vraiment un commentaire pour s'inscrire. C'est vraiment toujours la même stratégie aujourd'hui quoi. C'est les gens, enfin ils font des posts LinkedIn avec la demande à l'action dans les commentaires, tu vois. Ouais. C'est un peu la même mécanique en fait depuis des années au final donc. Et du coup, tous ceux qui voulaient s'inscrire à newsletter, en fait, je mettais plein de croix ou des emojis bizarres sur l'article de blog et je mettais un lien vers les gens qui s'étaient inscrits. Et du coup, dès que j'avais un article qui sortait, en fait, du coup, je cliquais sur toutes les croix et je copiais-collais le commentaire en mode « Oui, mon nouvel article est sorti, viens commenter ». Franchement, tu faisais avec les moyens du bord et c'est beau quoi. Et puis en fait, c'est cette naïveté qu'on a perdue puisqu'aujourd'hui, tout est structuré, tout a un outil, tout est automatisé, machin. Et à l'époque, on faisait avec les moyens du bord et on faisait, bon, c'était à notre échelle, c'était une petite échelle, j'imagine, mais c'était créatif un peu quelque part, ta manière de faire, parce qu'au final, tu savais pas trop comment faire, donc tu te casses la tête sans passer par des logiciels, des SaaS, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est une naïveté honorable. Genre vraiment, on faisait tous la même chose, quoi. C'est comme ça, donc. De ouf. Donc ça, c'est des petites anecdotes trop marrantes à chaque fois à garder. Et ta chaîne YouTube, aujourd'hui, tu as plus de 100 000 abonnés. Tu as reçu la plaque YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est très très belle. Et comment t'es venue l'idée de créer cette chaîne? Ouais. Alors donc 2020, confinement. Donc comme beaucoup de choses se sont créées à ce moment-là. En vrai, les vidéos YouTube, ça date quand même depuis 2013. Je faisais déjà beaucoup ça, des commentaires, machin. Donc l'envie ne me manquait pas de recommencer. Mais à chaque fois, un peu comme toi, procrastiner. Ouais, je le ferai une autre fois, machin. Et là, vu qu'il n'y avait plus le choix, vu qu'il n'y avait vraiment rien à faire, moi je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Et en fait, j'ai tapé graphisme FR sur YouTube très naïvement. Et il n'y avait rien, quoi. Il y avait un mec qui s'appelait Ballot, un Ballot prisonnier, qui est aujourd'hui 300K et plus, c'est un Belge. Et il fait du contenu graphisme, mais beaucoup plus grand public. Et puis je me dis, putain, il n'y a pas grand-chose, quoi. À part 2-3 interviews, c'est quoi le motion design ou ce genre de choses. Franchement, il n'y avait rien. En tout cas, sur le paysage francophone. En Angleterre, il y avait déjà plein de youtubeurs installés. Et donc, en partant de ce constat, je me dis, en vrai, il y a grave des trucs à faire en français, quoi. Et puis, je reprends un peu des concepts que j'ai revus chez les Américains, même chez Ballot. Sauf que c'est des concepts qui sont facilement réplicables, comme redesigner des logos.
quand tu redesignes des logos, en fait, chacun a une vision différente. Donc je trouve que c'est pas, c'est des concepts qui, ok, certes, on prend le même concept, mais en vrai, le résultat est tellement différent de ce que tu proposes que c'était super pour commencer YouTube. Et après, j'ai commencé à parler de livres de design, j'ai commencé à parler de marques de vêtements, voilà, j'ai vachement diversifié. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Mais au début, ouais, il n'y avait pas de but précis. C'était pas je vais devenir youtubeur et je vais en vivre. C'était pas je vais devenir le plus gros youtubeur graphisme FR. C'était pas, j'avais aucun objectif. C'était juste s'occuper en fait. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fini mes devoirs entre guillemets de graphisme parce que j'étais encore en école? Qu'est-ce que je fais quand j'ai plus envie de jouer, par exemple, parce que je me fais chier? Qu'est-ce que je fais quand je suis sorti et j'ai plus envie de sortir? Il me fallait un hobby en fait. Et c'est devenu mon hobby, c'est genre créer des vidéos sur YouTube. Voilà. Et ça t'aide un petit peu niveau opportunité de freelancing? Aujourd'hui, du coup. Ouais, aujourd'hui. Alors, oui, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Tu pourrais te dire, ouais, 100 000 abonnés, il doit avoir énormément de demandes motion design et tout. Et en fait, j'ai plus de demandes d'influence, du coup. Donc, des marques qui veulent passer dans les vidéos, des marques qui veulent faire des contenus courts, Reels, TikTok, Insta. À l'époque, c'était pas aussi gros, puisque si TikTok commençait à exploser en 2020 environ, enfin même peut-être un peu avant, mais aujourd'hui, on demande vraiment même des contenus verticaux. C'est ultra demandé, ultra bien payé aussi. Donc, on me contacte principalement pour ça. Et j'ai un agent d'ailleurs qui s'occupe de ça maintenant, on pourra en reparler tout à l'heure si tu veux. Et par contre, en termes d'opportunités freelancing pour la vidéo, le motion et le montage, ben en fait non, parce qu'on croit que je suis un YouTuber et on ne croit pas qu'à côté je suis freelance. Donc dans ma boîte mail classique, je vais quasiment retrouver que du YouTube, des demandes YouTube. Et par contre, avec des contacts que j'ai déjà, ou alors sur WhatsApp ou sur Slack, etc., c'est là où je vais discuter avec mon réseau que je me suis fait petit à petit. Et c'est eux qui vont me donner vraiment du travail freelancing à proprement parler. Donc genre motion, montage et tournage. C'est marrant quand même, parce que tu pourrais te dire 100 000 abonnés, il doit couler sous les demandes de son expertise. Parce que tu sais, je parle de mon expertise sur YouTube, sur un ton léger, ok. Et on pourrait se dire que du coup, ça attire des gens, des clients. Et au final, pas tant que ça. Voilà. Honnête. Je suis honnête, je fais pas le gars, quoi. D'ailleurs, tu parlais du fait que tu as un agent, du coup, lui, il t'aide pour tout ce qui est, par exemple, administratif, prise de rendez-vous, des trucs comme ça? Donc ouais, l'agent, il est uniquement sur la partie YouTube. Ok. Et c'est un gars que j'ai rencontré, c'est l'agent en fait de plusieurs youtubeurs, notamment Benjamin Code, qui est un des youtubeurs aussi actuels dans le monde tech développement. Et c'est lui qui m'en a parlé, mec, prends un agent, je t'assure, tu gagneras plus d'argent. Et en plus, tu te feras moins chier avec des mails, des appels avec des marques, etc. Le mec, il saura mieux le faire que toi. Et j'étais en mode, bah, en vrai, pourquoi pas, j'avoue. Et en plus, ça fonctionne sous principe de pourcentage. Okay. Donc c'est donnant-donnant. Si lui, il me trouve des contrats et qu'on les signe, lui, il gagne de l'argent, moi, je gagne de l'argent. Par contre, si personne ne trouve quoi que ce soit, bah, on est tous au temps mort. Il est rémunéré à la signature. Okay. Donc il n'est pas rémunéré au mois, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on se pousse mutuellement tous les deux à être efficace et productif. Moi, j'ai envie de gagner de l'argent, donc je suis productif. Lui, il a envie de gagner sa thune, donc il travaille bien. Et c'est vraiment, ça a tout changé. J'ai doublé mes prix d'influence parce qu'il me vend mieux, parce qu'il m'a fait un kit média, parce qu'il fait les appels clients avec des PDF, il présente les trucs, parce qu'il donne aux marques des statistiques concrètes de ce qu'ils vont avoir. Et du coup, tout ça, c'est ce que je faisais pas avant, quoi. Moi, je faisais un mail, je proposais un prix, et après, j'avais un contrat, peut-être ou pas. Et tout ça, ça me prenait du temps, je faisais des mails probablement pas très bons, etc. Et cet agent, il a tout changé, franchement. Et la question de base, c'était, on parlait de l'agent, mais tu disais... Ouais, en fait, de quoi il s'occupait grossièrement, ouais. Ouais, c'est ça, bah, trouver des marques, faire marcher son réseau pour voir s'il y a des gens intéressés par mon profil. Et c'est lui qui va faire tous les appels avec les marques. Ok, ça marche. Et en fait, on se parle sur Discord. Et sur Discord, il me fait un état des lieux. Ok, j'ai échangé avec telle marque. Ils aimeraient avoir ça. J'ai proposé ce budget-là. Est-ce que tu trouves ça honnête ou est-ce que tu penses qu'on peut pousser encore plus, machin? On discute beaucoup, en fait. C'est de la vraie collaboration rémunérée à la signature. Donc, ouais, ça booste, ça motive à travailler, en fait. Plutôt que d'être là où, s'il était rémunéré fixe tous les mois, je serais en mode,
bah, peut-être qu'il y a des mois, en fait, j'aurais l'impression que je sais pas s'il travaille vraiment actuellement. Tu sais, il y a un peu ce truc un peu toxique de contrôle qui est un peu chelou. Et que du coup, je trouve à la signature, c'est encore mieux. Comme ça, chacun prend sa part pour son travail. Et voilà. Ok. Je sais pas si c'est un bon système, mais je trouve que pour le moment, ça marche super bien. Lui, ça marche pour lui parce qu'il a genre 11 créateurs. Du coup, il multiplie son pourcentage sur chaque créateur, donc ça doit bien marcher pour lui. Enfin voilà, quoi, je trouve que c'est un métier super intéressant. En fait, je trouve gestionnaire, agent de créateur. Je trouve ça super intéressant. Du coup, on va un petit peu plus parler de contenu, on va un petit peu plus parler de ton expertise et plus spécifiquement de vidéos parce que c'est ton dada. Donc, toi, quand tu crées des vidéos, donc j'ai cru comprendre que tu n'avais pas trop de process. Est-ce que parce que à l'époque, tu vois, quand on t'avait invité justement à un event au H7 sur dédié au content manager, sur tout ce qui est contenu, du coup, tu n'avais pas trop de process. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou c'est toujours la même? Ça a quand même pas mal changé, ouais. Vas-y, alors raconte-nous tout. Ouais. Donc, tu veux de A à Z quand une vidéo, l'idée est là et elle est sur YouTube. Vas-y, ouais. Par exemple, ou alors création de vidéo freelancing. De l'idéation jusqu'à la diffusion, par exemple. Donc on va aller sur YouTube du coup. J'ai toujours une liste de notes. Dès que j'ai une idée, je la note. C'est très important de noter ces idées parce qu'on croit qu'on ne va pas les oublier, mais on oublie de ouf. Notre cerveau, il n'est pas capable de tout retenir. Donc toujours noter. Et après, je fais un tri. Et en fonction de toutes ces notes, en fait, 3 notes mixées ensemble peuvent créer une nouvelle idée. Donc c'est ça qui est génial dans le fait de noter des choses, c'est que ça te fait un espèce de brainstorming perso. Une fois que exemple, allez, j'anime vos logos. Voilà. J'anime les logos de mes abonnés, ils m'envoient leurs logos, je les anime. Donc j'ai l'idée de ma vidéo. Maintenant c'est, je vais devoir faire un post réseaux sociaux pour que les gens ils m'envoient leurs logos. Donc je le fais sur tous les réseaux. Ça c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est est-ce que je peux trouver un sponsor sur cette vidéo ou pas, parce que l'idée c'est quand même de générer de l'argent et d'en vivre aussi, et de pouvoir, entre guillemets, faire ces créations de logos gratuitement, ces créations d'animation gratuitement pour les gens. C'est comme si j'avais été payé par toutes ces personnes, mais en fait elles n'ont rien payé puisqu'elles ont juste envoyé leur logo, mais c'est grâce au sponsor que je me fais payer. Donc c'est grave bien de se dire que quand tu animes des trucs ou que tu fais de la création, au final, grâce au sponsor, c'est comme si tu avais été payé par un client. C'est un peu différent, mais voilà. Donc, si je peux avoir le sponsor, c'est cool. Donc là, c'est avec Loïc. Je lui dis, j'ai cette idée de vidéo. Loïc, pardon, qui est mon agent, c'est pas secret. Avec lui, je lui envoie l'idée de vidéo. Il me fait, OK, je vais essayer de te trouver une marque en rapport avec ça. Puis ensuite, il fait son travail de son côté. Moi, je peux continuer à avancer sur ma vidéo. Donc là, en général, en fait, je vais scripter tout ce que je dis en vidéo, tout ce qu'on voit en vidéo, en fait, ça a été vraiment écrit. Je laisse toujours un peu de place à l'improvisation, évidemment, mais 90% sont vraiment 100% écrits noir sur blanc. Et ensuite, quand je fais un tournage de tous ces éléments, en fait, je fais un peu du théâtre. Genre, c'est presque, je joue le truc, mais je le pense vraiment. Tout ce que j'écris, je le pense toujours. Donc, au final, il y a une part de moi qui reste naturelle, mais il y a aussi une part de moi qui je me motive un peu, j'essaie de parler, d'avoir une bonne diction à la caméra, j'essaie de donner envie, machin. Donc ça, c'est la première partie. Enfin non, pardon, là, on est quasiment déjà à la fin. Et puis après, ça dépend de la vidéo. C'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que là, par exemple, pour une animation de logo, pour une vidéo « J'anime vos logos », il y a d'abord toute la phase de création où j'anime, ça me prend des plombes. Puis après, une fois que j'ai tout animé, là, je scripte et j'écris tout. Et après, je tourne. Et puis après, il y a le montage, parce que je délègue pas mon montage à un monteur. Je le fais de A à Z parce que j'adore ça. Et puis ensuite, en général, entre-temps, Loïc, mon agent, est revenu vers moi. Il m'a dit, j'ai trouvé une marque. Donc du coup, je tourne également une séquence pour cette marque. Je leur envoie. Souvent, je leur envoie séparés de la vidéo. Ils auront juste c'est ce qu'on appelle une intégration, ça dure 1 minute, 1 minute 30. Je leur envoie juste leur section, comme ça ils peuvent valider déjà ce que j'ai dit. Et après, dernière validation avec eux, c'est j'envoie ma vidéo montée avec l'intégration dedans. Et ensuite, je leur envoie quand même la vidéo globale pour validation, pas que j'ai dit une dinguerie dedans avec laquelle ils ne soient pas d'accord. Et là, on arrive quasiment à la publication, quoi. Il ne me reste plus que la miniature à faire. Plus que, c'est hyper chaud de faire une miniature. Ça, c'est un sujet qui me passionne. C'est pourquoi les gens
cliquent sur une miniature plutôt qu'une autre. Et vraiment, ça vient avec l'expérience, avec le temps, mais tu développes des mécaniques de miniatures qui marchent mieux que d'autres et tu sais pourquoi. Et ça, c'est hyper. C'est le corps, enfin, l'être humain est fascinant. Pourquoi il clique sur ce texte plutôt que ce texte? On ne comprend pas. On joue avec les codes couleurs, on joue avec la typo. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui sont explicables et parfois inexplicables. Et du coup, maintenant, il y a récemment, je fais la parenthèse dessus, mais c'est trop bien parce que avant, pour savoir si une miniature marchait, tu devais la mettre. Peut-être ta vidéo, elle marche pas très bien, donc probablement c'est que ta miniature est pas très bonne ou ton titre. Donc, tu changes de miniature, donc tu dois regarder les statistiques, est-ce que ça augmente, est-ce que ça augmente pas. Et maintenant, ils ont mis enfin un outil sur YouTube où tu peux directement mettre 3 miniatures. Ah ouais. Et en fait, ce sera proposé, d'ailleurs toi tu peux le faire, ce sera proposé à des audiences. Et en fait, ils te font un test sur 15 jours, mais tu peux l'annuler avant, tu as déjà des résultats avant. Au bout de 3 jours, tu peux voir si cette miniature-là, elle a fait plus cliquer et si les gens sont restés longtemps sur la vidéo. Parce que c'est important, une miniature, elle ne doit pas être juste cliquable, elle doit retranscrire ce que la vidéo en tant que telle est vraiment. Donc si une miniature est bonne, aguicheuse, voire putaclic, elle va faire peut-être beaucoup cliquer, mais les gens, ils arrivent sur la vidéo, ils sont déçus. Par contre, une miniature qui est intelligente, mais quand même aguicheuse, elle va faire amener les gens sur la vidéo et ils vont rester. Et ça, c'est très différent. Parce que YouTube, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, pour eux, quand ils disent les pourcentages de la miniature qui a mieux marché, en vrai, c'est la miniature qui a généré le plus de watch time. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, normalement oui, je pense, mais là, ça commence à devenir un peu technique c'est un truc un peu de youtubeur. On aime bien ce genre de data. C'est très de l'analyse de data, moi je kiffe. Voilà, tu as le process de A à Z, un peu tout ce qui se passe. Et puis là, je t'ai donné un exemple de vidéo assez simple, mais il y a des vidéos un peu plus techniques, comme celle où j'ai payé 5 motion designers pour animer la même illustration. Donc ça demande un peu de logistique, tu dois contacter les gens en avance. Ils te disent non, tu dois en trouver des nouveaux. Tu dois les payer, tu dois avancer de l'argent de ta poche. Ensuite, tu dois trouver un jury avec qui tu vas juger ces animations. Donc tu dois caler un jour de tournage avec ces gens-là pour pas les embêter trop longtemps. Et puis ensuite, tout ça, en fait, en vrai, cette vidéo, elle s'est étalée, par exemple, sur 1 mois et demi, en fait. Pas à temps plein, mais 1 mois et demi par-ci par-là, à attendre la réponse des gens, machin. Voilà, donc il y a quand même une différence entre certaines vidéos qui peuvent se faire depuis la maison, tu bouges pas ton cul, et d'autres vidéos où il faut planifier plein de choses, se déplacer, revenir. Voilà. Il y a un niveau d'investissement qui est très différent. Et parfois, tu investis beaucoup et tu as des vues moins bonnes que la vidéo où tu n'as rien investi. Donc c'est fou. C'est un peu le jeu de YouTube qui est hyper fascinant et à la fois hyper frustrant. Tu veux de l'eau encore? Je suis chaud. Hein. Parce que je croyais que tu regardais ton verre. Ah non, je regardais pas mon verre. Non, je regarde un peu partout, mais. Attends, heureusement il y a de l'eau fraîche. Attends, c'est prêt dans quelques secondes. Ouais, t'inquiète. Là, je pense que je dis quand même des trucs qui pas tout le monde sait. Genre, ça, c'est un truc très youtubeur. Du coup. Mais qui sert, hein, en vrai. Ça sert en vrai. Le truc de watch time, le truc de miniature, tout ça, c'est assez important. Ouais, parce que maintenant, tu as de plus en plus de boîtes B2B même, parce que bon, bah, c'est un petit peu plus naturel pour les boîtes B2C, mais tu as de plus en plus de boîtes B2B qui vont s'aventurer sur YouTube parce qu'elles ont conscience que c'est un vrai canal pour elles et surtout ce côté un petit peu média que certaines essaient de développer de plus en plus. Les boîtes, souvent, elles deviennent un média en abordant des sujets un peu plus légers parce que ça fait plus de vues, c'est plus viral. Et après, tu as aussi, un peu comme toi, les marques personnelles. Donc ceux qui voient que, ok, j'ai des clients sur LinkedIn et compagnie, mais par contre YouTube, c'est un vrai genre, dans vos termes, c'est un vrai lead magnet. C'est un truc de ouf. Je crois que c'est le bon terme. Genre ça génère énormément de vues et peut-être sur ces énormément de vues, tu vas avoir 3-4 personnes ultra qualitatives qui vont venir te parler et ça va devenir ton client ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est, je trouve ça hyper impressionnant comme. En vrai, il n'y a pas d'autre plateforme que YouTube. Cite-moi une plateforme sur laquelle tu peux poster des vidéos à l'infini, gratuitement, qui peuvent faire potentiellement énormément de vues. En vrai, il n'y a que YouTube. Genre, alors, il y a TikTok et Instagram, mais c'est du contenu vertical. Ouais, mais c'est différent. Ouais. C'est différent, c'est beaucoup plus. Quoique, il y a des gens qui regardent des vidéos longues dessus. Mais pour moi, YouTube, ça reste une plateforme
avec une puissance hors du commun. Genre, tu peux avoir une puissance de frappe avec ça, c'est fou, quoi. Même notoriété, business, ou même juste pour te faire kiffer, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ouais, c'est le cas pour Behind. Hein. C'est quand même un petit peu lead magnet pour eux. Ouais. Pour moi, pas encore, parce que j'ai pas encore assez d'abonnés. Je profite de cette caméra pour vous dire de vous abonner, bien évidemment, à cette émission, c'est obligé, pour que cette émission devienne un lead magnet pour Marie-Francine, pour qu'elle puisse générer plein d'argent. Et pour d'autres formats aussi. Voilà, pour d'autres formats. Avec des jeux, comme on en parlait en off. Ce serait dingue si j'arrive à lancer ça. Je me mettrais sur la table. Je serais hyper chaud. Très chaud de voir ça. Je te ferai participer à l'un de mes jeux. Hein. Attention, avec des questions, spicy. Parce que là, c'est des questions tranquilles. C'est des questions tranquilles, mais je vais être un petit peu plus deep, je pense, dans les jeux. Alors, là, je vais un petit peu plus parler de vidéos pour les boîtes, du coup. Enfin, on sera toujours dans le thème de la vidéo, un petit peu YouTube aussi, mais on va un petit peu plus parler de vidéos d'entreprise. Carrément. C'est quoi pour toi le plus important quand on veut produire une vidéo qui accroche, tu vois, parce que c'est pas forcément évident pour des entreprises. Toi qui as déjà produit plein de vidéos pour des boîtes et tout, c'est quoi le plus important pour toi? Le plus important, c'est l'accroche. En fait, tu l'as déjà un peu dit là. C'est l'accroche de la vidéo. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, tellement de volume de contenu qu'il faut avoir compris en 10-15 secondes qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo et qu'est-ce que ça va m'apporter aussi moi. Est-ce que ça vaut le coup que je donne mon temps à cette vidéo. Donc pour moi, ça c'est souvent un truc qui est un peu négligé. Et dans les vidéos d'entreprise, on a tendance à vouloir trop en dire au début, on a tendance à vouloir se présenter, machin. Et en fait, il faut se dire que cette masse de gens qui vont tomber sur cette vidéo, eh ben, ils savent pas qui vous êtes, ou alors pas encore, ou alors ils savent pas que vous allez être intéressant parce que vous commencez mal votre vidéo. Et du coup, tous ces indicateurs imaginons que tu commences ta vidéo juste par te présenter et qu'il n'y a pas de teaser avant ta vidéo ou quoi que ce soit, et ben les gens ils vont juste swiper, peut-être que ça les intéresse pas, et ça donne un indicateur à l'algorithme que cette vidéo n'est pas très intéressante, et donc c'est un cercle vicieux. Voilà. Et puis aussi, j'ai remarqué un truc, dans la vidéo d'entreprise aujourd'hui, ou même dans les vidéos globalement, les conclusions, ça ne sert plus à grand chose. Puisqu'en fait, quand les mots suivants sont prononcés, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, pour résumer, les gens n'écoutent plus. Ils ferment. Ouais, les gens ferment. Les gens n'écoutent plus. Donc, pour moi, il y a déjà ces deux choses-là. Et puis après, qu'est-ce qui est le plus important? C'est une combinaison de plein de choses qui est super important. Pour que la rétention de la vidéo soit bonne, eh ben, il faut que tout le long de la vidéo, il y ait des rebondissements. Il faut qu'on rappelle un peu toujours tout le long de la vidéo pourquoi ils ont cliqué à la base, donc de manière subtile, mais il y a toujours des moyens au montage de rappeler qu'à la fin, il y a un résultat final, il y a quelque chose qu'ils vont aller chercher. Donc pour garder ces gens tout le long de la vidéo, la rétention, c'est une des valeurs les plus importantes aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que les plateformes cherchent, c'est que leurs utilisateurs restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc la rétention, c'est une de leurs métriques phares. Et j'ai vu récemment, je dévie un peu, mais Insta, ils ont changé leur algo. Maintenant, genre, leur métrique qu'ils vont regarder le plus, c'est les partages. Genre, en gros, si tu vas partager un reel à ton pote en DM ou en story, ça augmente énormément sa visibilité dans l'algo parce qu'ils considèrent que quelque chose que tu partages à un ami, c'est ce qui a le plus de valeur en termes de vidéo. Genre, c'est un truc que tu as considéré que cette vidéo doit être vue par tes potes, donc ça veut dire que c'est une vidéo de ouf. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent en ce moment, c'est hyper intéressant de voir ça. Donc voilà, comme il n'y a pas de réponse magique à ta question, c'est que c'est un équilibre de plein de choses, et il y a aussi plein de vidéos qui ont des styles complètement différents. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus rentre-dedans, qui sont optimisées à la rétention, et ensuite on a aussi des vidéos un petit peu aujourd'hui, un peu retour aux sources, retour à l'authenticité. Justement, on ne recherche plus tous ces trucs de rétention, de teaser, il se passe plein de choses dans les 15 premières secondes. C'est des vidéos beaucoup plus chill et que les gens viennent chercher, un peu comme ce format au final. C'est ce que les gens viennent chercher, c'est genre une vraie conversation qu'on perd justement depuis des années avec des vidéos qui vont super vite, où on cut la moindre respiration, machin.
Et aujourd'hui, on revient peut-être, ça c'est des cycles, hein, en 2017 c'était les vlogs, après on a perdu, en 2020 c'était les vidéos. Dans cette vidéo, il va se passer ça, on va voir ça, et à la fin de la vidéo, vous allez avoir ça. Ça allait ultra vite. Puis maintenant, voilà, on retourne un peu dans du vlog, authenticité, parler sans filtre devant la caméra. Tout ça, c'est des trends qui reviennent et dont les boîtes devraient s'accaparer. Parce que c'est pas parce que tu es une boîte en tant que boîte, tu devrais être capable d'être hyper transparent sur à peu près tout. Et si tu as des trucs à te cacher, des trucs que tu peux pas dire, c'est une communication aujourd'hui qui est ultra importante, c'est la transparence. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient prendre exemple là-dessus, parler en toute sincérité avec leurs clients, quoi, sans faire du corporate, sans dire des trucs un peu bateaux, genre je réponds à la demande du client, machin, tu vois, essayer d'être un peu plus vrai, quoi. Et je crois que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. De toute façon, il y a certains sondages qui l'ont prouvé, les gens font beaucoup moins confiance à des entreprises ou à des gros influenceurs qu'à des micro-influenceurs qui ont genre 3000, 10 000 abonnés, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des micro-influenceurs, puisqu'en fait, ils les sentent plus proches d'eux et donc ils peuvent plus leur faire confiance que des entreprises qui, elles, sont déjà dans un autre game et du coup, tu as l'impression que c'est que du mensonge. Alors, c'était assez intéressant à voir ça. Et du coup, on va aborder un petit peu ce côté corpo des boîtes qui nous hérissent un petit peu les poils. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les vidéos corpo, mais vraiment, c'est ultra corpo avec la petite musique et tout là. La upbeat. Rien que de l'avoir dans la tête, ça me. Je vois exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment la cote? Surtout, tu vois, tu parlais de baisse d'attention, d'accroche qui est super importante, et aussi de vidéos qui doit être un maximum dynamique possible, pour une boîte, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que les vidéos vraiment ultra corpo aujourd'hui En fait, je pense que ça a une autre utilisation. Genre, j'ai l'impression que les vidéos ultra corpo, où genre on se présente, je suis account manager chez machin, j'utilise, les trucs un peu testimonial, j'utilise tel produit de telle boîte, ça a facilité ma vie dans l'entreprise, machin. Bref, des trucs en vrai, en tant qu'utilisateur lambda, tu n'écoutes pas ça. Ça ne t'intéresse pas parce que c'est hyper précis. Je pense qu'ils l'utilisent vraiment en interne. Ou alors, genre, ils l'utilisent quand ils envoient des mails et ils font de la prospection. Ils ont des vidéos de leurs clients qui parlent d'eux. Et du coup, en vrai, ils l'utilisent. C'est pas des vidéos qui sont là pour faire des vues. C'est des vidéos qui sont là pour générer de nouvelles ventes auprès de grosses boîtes, je pense. C'est ma vision du truc. Si des entreprises pensent qu'en faisant des vidéos ultra corporate où elles parlent juste de leur entreprise d'une manière un peu basique, comme si on les connaissait, en fait, aujourd'hui, ça marche plus du tout et je sais même pas qui regarderait ça, quoi. Genre, je sais pas trop comment expliquer. En fait, il faut toujours trouver une accroche, il faut toujours réussir à parler à sa cible d'une certaine manière et c'est pour ça que faire des vidéos, c'est pas facile. Genre, si tu veux faire des vidéos qui marchent hyper bien, il faut toujours se poser la question qui regarde mes vidéos en vrai, qu'est-ce que je veux atteindre avec cette vidéo, est-ce que je veux générer plus de ventes ou est-ce que je veux juste booster ma notoriété? Il y a plein de questions à se poser. Donc je pense que les vidéos corporate, c'est presque devenu un peu un mème aujourd'hui, tu vois. De toute façon, tu l'as dit, la musique, elle résonne aussi dans mes oreilles. T'inquiète, je sais très bien de laquelle tu parles. Et même, je pense que c'est une autre ère, c'est un peu fini. Tu vois, c'est les entreprises un peu à l'ancienne. Et si même les entreprises actuelles l'utilisent, donc les entreprises un peu cool du moment, l'utilisent, c'est que je pense qu'elles l'utilisent uniquement pour plaire aux entreprises un peu plus old school, mais qui, elles, ont beaucoup d'argent et qui pourraient investir dans leur boîte ou ce genre de choses. Voilà comment je vois les vidéos corporate aujourd'hui, parce que sincèrement, je vois pas qui... Parfois, je monte des choses et je sais pas trop qui va regarder ça en toute sincérité. J'ai l'impression que c'est des vidéos qui vont plafonner à 20 vues, quoi. Et du coup, je comprends pas trop parfois. Mais il y a des vidéos... C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui s'ouvrent et ils font des spots publicitaires créatifs. Et là, par contre, il y a vraiment moyen de devenir viral et de faire parler de soi. Par contre, ouais, sur des corporates purs, où on présente ses fonctionnalités, en fait, ça va plus parler à d'autres entreprises. Qui, elles, cherchent peut-être à racheter des boîtes aussi. Tu vois. Peut-être qu'il y a des boîtes, elles sont plus en mode, là, notre boîte, elle se porte mal, il faudrait peut-être racheter une autre entreprise qui a des features intéressantes. Ouais.
et du coup l'incorporer dans la nôtre pour redevenir cool. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'il y a ces vidéos-là qui existent. C'est pas nous qui allons, nous deux on va pas regarder ça, tu vois. Ouais. On n'est pas la cible. Absolument pas. Mais je te rejoins tout à fait quand tu parles de Customer Stories, justement faire de ce type de contenu qui a pour but de générer de la réassurance, etc. Ça, la réassurance. Et en vrai, tu vois, bon certes, les vidéos corpo, bon, t'irais pas forcément regarder ça à première vue, tu vois. Enfin, tu te dis pas, oh waouh, ça me fait tellement kiffer. C'est vrai. Ah, il y a Jean-Charles de la Compta, oh waouh, il me fait frémir. Qu'est-ce que je vais regarder en mangeant à midi? Putain, une petite customer story là. Ah, c'est mieux que la nouvelle saison des Bridgerton. Non, mais en effet, je pense que, comme toi, tu vois, c'est toujours utile quand tu as besoin justement de rassurer des boîtes qui sont justement old school. Quand tu es dans un parcours d'achat peut-être un petit peu plus avancé pour les leads, les prospects, qui ont besoin aussi d'être un minimum rassurés quant à la qualité de ton produit, de ton service, l'expérience client, histoire de projeter un minimum. Mais en effet, sur tout ce qui est, je vais parler vraiment avec des termes marketing, tout ce qui est haut de funnel, haut de tunnel, où tu es vraiment sur la découverte, les trucs, on te voit vraiment pour la première fois. Genre là, faut un petit peu plus pousser le truc, quoi. Tu vois. En gros, c'est ça, c'est que haut de funnel, comme vous dites, c'est genre se faire parler de soi, être un peu clivant, être un peu intéressant, faire connaître son nom. Ensuite, deuxième step, c'est genre commencer à rentrer en contact avec la personne. Et la step 3, c'est genre tu t'apprêtes à vendre quelque chose. Bah, du coup, tu vas dropper cette vidéo, en plus dans ton mail ou dans ton message LinkedIn, j'en sais rien, en mode regarde, on a telle boîte qui a déjà utilisé notre produit et en vrai, ils sont contents. Voilà, je le vois comme ça. Pour moi, c'est des vidéos bas de funnel. Wow, je l'ai dit, quoi. je l'ai dit. Mais en effet, sur tout ce qui est quand on te découvre pour la première fois, ce qui est cool aussi, c'est des vidéos un petit peu à la Startup, là, qu'on Carrément, avait c'est réalisé, une espèce de petite bande-annonce qu'on avait réalisée pendant un séminaire à Bandol chez Behind the Skills. Et justement, tous ces contenus, tu vois, vraiment storytellés, où tu vas vraiment réfléchir à fond au scénar, sur tout le côté ton, style, etc. Tu vois, les contenus vraiment fun à regarder. Punaise, mais en tant que boîte, là, tu déchires tout, quoi. Bah, c'est ça. En fait, faut de tout. C'est un équilibre comme tout. Mais ça, c'est les vidéos, tu peux être un peu plus fou, quoi. Tu peux un peu laisser place à ta folie un petit peu plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des vidéos pour chaque stade de vente dans une boîte. Genre, il y a, comme tu dis, en haut, c'est le média ou les vidéos un peu grand public, ou des vidéos, justement, comme tu dis, brand, où justement, on va essayer de faire des trucs marrants, mais quand même avec notre boîte à nous, enfin avec les gens qui sont dedans. Ensuite, tu as les vidéos middle. Je sais pas à quoi pourraient ressembler les vidéos middle, mais genre en bas, c'est sûr que c'est les vidéos corpo. C'est pour réassurer avant la vente. Au milieu, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme vidéo? Est-ce que j'ai des exemples là, qui me viennent? Au milieu, phase d'évaluation, l'objectif, c'est en fait, c'est souvent la phase où tu as les gens du coup qui savent du coup qu'ils ont Ils te connaissent déjà un peu. Ils te connaissent déjà, ils ont déjà vu quelques-uns de leurs contenus et surtout ils sont en train de voir quelle solution serait la plus adaptée pour eux, tu vois. Là, ils sont vraiment dans une phase de comparaison aussi. Ils comparent, vu que c'est une phase de comparaison, ok. Par exemple, tout ce qui est après presque compliqué parce que tu as des contenus en middle qui peuvent aller en bottom aussi. En fait, la frontière elle est plutôt mince. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être des vidéos un peu plus. Peut-être des mots ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Peut-être, ouais. Ouais, j'avoue. Ça, c'est intéressant. Je me suis jamais posé la question comme ça parce que moi, quand je crée des vidéos, c'est juste j'essaie de faire des bonnes vidéos qui me plaisent le plus. Mais je me suis jamais posé la question de je me positionne où par rapport à ce tunnel de vente quand je fais cette vidéo. J'avoue, j'ai jamais eu cette réflexion. Mais c'est super intéressant en vrai. Ce genre de... maintenant, tu te diras ah tiens, une vidéo ultra corpo. Ah, ça, c'est bot funnel. Guillaume Bouet, qu'on adore. Guillaume, si tu passes par là, à mon avis, tu dois te régaler avec tous les termes. Il va me voir dire tout ça, il va se dire. Il va adorer. Il a tellement changé ce. Oh là là, tu sais que je vais censurer des gros mots. Hein. Aïe. YouTube oblige, hein. De toute façon, tout ce qu'il faut respecter aujourd'hui, on peut même plus dire de gros mots. Tu pourras l'utiliser pour le teaser, ce moment, et genre biper en mode, tu sais, j'étais en train de raconter une histoire de fou. Non, je sais pas, je te donne des idées. Ouais, de ouf.
Et alors du coup là ce sera un petit peu sur le côté script. Alors du coup chez Behind the Skills c'était plus Guillaume qui était vraiment sur cette partie-là. Mais toi de temps en temps est-ce que tu participais aussi sur le côté scénar? Écriture. Ouais, écriture. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et du coup quand tu travailles un script de vidéo, par exemple une vidéo pour une campagne marketing, par exemple, tu vois, comment on peut venir challenger le scénario, par exemple, je sais pas, au niveau des vannes, des trucs comme ça, comment tu peux challenger tout ça? De toute façon, ouais, l'écriture c'est compliqué parce que c'est à chaque fois tellement différent, mais en gros tu commences toujours par tu t'écris un peu tout ce qui se passe par la tête, ensuite tu vas peut-être même tester des vannes peut-être un peu trop edgy par rapport à ce que veut la marque, mais tu vois, tu tentes. Et après, là je parle par exemple dans un spot avec un peu d'humour par exemple. Donc tu vas tenter des vannes peut-être un peu plus osées, etc. Et après tu vas venir affiner. Et ce qui est super, c'est de travailler. Alors il y a différents types de profils. Moi je travaille souvent tout seul, mais c'est vrai que dans l'écriture, essayer d'être à 3 sur un truc ou à 2, ça aide énormément à débloquer des idées ou même à jauger si tu vas trop loin dans ton délire ou pas. Et puis comme d'hab, c'est poser énormément de questions en amont à l'entreprise. Pour qui ça va être, qui va regarder ça, parce que c'est vraiment différent si c'est des entreprises qui regardent ou alors des gens sur TikTok qui ont 18 ans. Tu vois, c'est tellement différent. Du coup, il faut vraiment écrire d'une manière complètement différente. Et puis après, tu vas poser des questions comme le timing que doit avoir la vidéo. Tu vas poser Après, tu as ton style d'écriture aussi qu'il faut te découvrir, le nourrir avec le temps. Ça, c'est un peu, tu sais, c'est très... c'est hyper, comment dire, subjectif quoi, c'est compliqué à définir. Le script vraiment c'est un truc, moi quand j'écris par exemple, je reprends l'exemple pour YouTube parce que j'ai plus tendance à écrire pour YouTube, mais j'écris comme je parle, parce que comme ça quand je vais regarder mon script, j'aurai l'impression de me reconnaître dans ma façon d'écrire. Du coup, ça veut dire que mes textes sont un peu moches, c'est pas du beau français, cela va me permettre, machin, enfin ça va encore, mais j'écris pas avec des trucs de fou. J'écris genre ça va au lieu de cela. Tu vois, j'écris comme je parle et je trouve que ça aide beaucoup. Par contre, ouais, pour une vidéo pour une campagne marketing pour une boîte, vraiment l'écriture c'est pas facile. Hein. C'est pour ça être à plusieurs, demander des retours, genre envoyer ton texte à un ami, voir s'il a rigolé de la même manière, voir l'effet que ça peut avoir. Je saurais pas trop comment répondre là-dessus en vrai. C'était plus sur la partie création pure que tu voulais avoir ma réponse ou plus sur le côté je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Ouais, sur la partie plus création, ouais, vraiment en amont. Du coup, toute la réflexion que vous pouvez avoir sur ce qui va être abordé dans la vidéo, mais vraiment de manière créative. Ok. Bah ouais, la créativité elle peut se retrouver soit dans le texte, soit dans les vannes, dans l'acteur que tu vas choisir, ou même dans les prises les plans que tu vas faire. On va faire peut-être un plan ultra grand angle pour ouvrir la scène et reculer, tu vois. On essaie déjà un peu de se projeter sur comment va être la réal aussi avec le script. Parce que c'est bien beau d'écrire un texte, mais si t'as pas déjà un peu la vision des images dans ta tête, ça va peut-être pas marcher. Ou alors ça n'aura peut-être aucun sens. Donc faut avoir un petit peu cette double vision. Et voilà ce que je peux te dire. C'est un peu généraliste comme réponse, désolé, mais c'est tellement différent entre chaque projet que voilà. Ok. Mais c'est vrai que niveau écriture, c'est sûr que c'est mieux qu'on soit plusieurs dessus, histoire d'avoir des regards vraiment différents. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup aidé, du moins chez Behind, le fait que vous soyez plusieurs. Après, je sais pas exactement comment ça fonctionnait parce que j'étais pas non plus dans tous les process de création. Du moins, j'y étais vraiment très très rarement. Pour la vidéo qu'on a faite ensemble pour Metricool. Ouais. Du coup, j'étais en duo avec Guillaume sur la partie écriture. C'était plus lui, du coup, qui était sur l'écriture. Et puis moi, derrière, je regardais, je checkais. Et puis des fois, j'ajoutais des petits commentaires, tout ça. Histoire de recommander des petites choses sympas.
Mais oui, en tout cas, grâce au scénar, tout le côté storytelling, on a fait quand même des contenus qui sont pas mal. Hein. Justement, Startup, je l'évoquais. Je sais pas si tu étais dessus, mais le reportage Cache Investigation, là. Non, mais je l'ai vu, trop marrant. Ouais. Trop marrant. Il y avait quoi d'autre? Alors, t'étais pas là, mais du coup... vous aviez fait un dîner presque parfait version... Ouais, une réunion presque parfaite. Et vous avez fait aussi... on avait fait aussi les origines de Behind the Skills. Ah oui, ouais. Un peu what the fuck, mais c'est des vidéos où on peut s'éclater un peu plus, quoi. Genre, c'est des vidéos qui montrent un peu plus notre ADN. Donc c'est assez cool, ouais, ce genre de contenu. Et du coup, on va parler montage vidéo. Ouais. Justement, au niveau du montage, qu'est-ce que tu conseilles pour qu'une vidéo soit vraiment dynamique? Waouh, putain, le mot dynamique a été droppé. Tiens, comme je te disais, c'est tellement chacun a une notion de dynamisme parce que l'ère change en fait. Faut tout le temps évoluer. Comme je te disais, il y a 2 ans, il fallait des vidéos ultra rapides. Maintenant, ça y est, les gens, ils en ont marre, ils veulent l'authenticité, donc c'est des vidéos plus lentes. Donc ça y est, le dynamisme, c'est un mot qui évolue continuellement. Mais ma façon de faire du dynamisme, c'est que j'aime toujours commencer ma vidéo par un teaser de ce qui va se passer, des phrases choc ou pas, des moments d'incompréhension, toujours créer un petit peu, faire ressentir l'émotion. Il y a toujours une phase de teaser comme ça un petit peu au début. Ensuite, énormément de sound design. Le sound design, ça aide tellement à capter l'ambiance, à mettre des pauses dans une vidéo brutale et d'un coup de réattirer l'attention du spectateur qui commençait peut-être un petit peu à décrocher. Le sound design, c'est 50% du travail d'une vidéo d'un montage. Et puis ensuite, voilà, chacun a sa structure, chacun a un petit peu sa recette. Mais moi, j'aime bien le storytelling classique, genre, ok, au début, un peu en mode to-do list. Pour réussir ce projet, il me faut ça, 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 on va faire ça. Je fais des petits coches de to-do list. Pendant que je fais toutes ces choses, il va se passer des trucs. Il va pas y avoir... je vais peut-être pas réussir un certain truc. Peut-être que j'avais pris rendez-vous avec une personne et au final, il a annulé. Tu vois, tous ces événements un petit peu qui vont me servir de storytelling pour mon montage jusqu'à la résolution. C'est très classique comme schéma dans la vidéo, mais c'est très fonctionnel. C'est... plan initial, je commence à faire mes trucs, tout se passe bien ou alors il y a des petits soucis, résolution finale qui fait le moment final et au début teaser pour montrer tout ce qui se passe là-dedans mais de façon un peu avec des émotions, etc. Et puis comme je disais, moi j'aime plus du tout conclure mes vidéos ou alors si je les conclue, il faut qu'on ait l'impression qu'on n'ait pas regardé une conclusion. Il n'y a plus de formulation de type pour résumer, bon, c'est la fin de cette vidéo. Tu vois, tout ça, ça dégage, ça marche plus. Pour garder une courbe de rétention qui est à peu près plate, parce que si tu dis bon, c'est parti, hop, ta courbe, et là, ça YouTube, ils aiment pas parce qu'ils aiment. Enfin, là, je reparle de YouTube, mais c'est la même chose dans les vidéos d'entreprise, puisque elles aussi vont être amenées à poster sur différents réseaux. Les algos marchent de la même manière. Ils veulent que tu restes de 100% de la vidéo, voire même avec les contenus verticaux, que tu rejoues la vidéo maintenant, en boucle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos verticales qui sont juste 4 secondes et qui disent « lisez la description » pour que les gens en fait ils lisent la description et la vidéo elle tourne, elle fait 200% de watch time, 300, 400 et du coup Insta il kiffe. Ah ouais, mais je le vois passer ça aussi, tu vois. Ouais. J'ai jamais créé ce type de contenu là, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ça a toujours été un mystère pour moi. Mais avoue, tu cliques. Avoue, tu cliques et tu lis. Oui, j'avoue, voilà. je lis, tu vois. Parce que j'ai envie de savoir. En même temps, si on dit oui, voici 4 astuces qui vous permettent de faire je sais pas quoi, tu vois, du coup, ça me donne envie de lire la description. Et après, tu lis ça, et après, tu fais quoi? Tu vas voir les commentaires. Donc, elle continue à tourner en boucle. Ouais. Parce que les gens, ils ont un comportement qui est ultra obvious. Quand ils voient une vidéo, ils ont besoin de validation. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont besoin de validation? On ouvre l'espace commentaire et on voit si on a pensé aux mêmes choses. Et du coup, quand souvent tu te réconfortes dans le fait qu'il y ait au moins un commentaire à 20 000 likes qui a dit exactement ce que tu pensais. Et donc, tu t'es réconforté, tu fermes les commentaires, tu swipes. Tu sais, c'est un comportement un peu classique. C'est ce que je fais tout le temps. Mais oui, c'est comme ça. Après, je tombe sur des trucs que j'aime pas. Et du coup, je rage et je like les commentaires qui vont dans mon sens. Voilà.
C'est pour ça que tous ces commentaires ont 20 000 likes. C'est un comportement très humain et il faut que aussi les boîtes le comprennent. Il y a une carte à jouer là-dessus, sur ce truc de description, sur ce truc de commentaires. C'est des techniques marketing un peu vicieuses, mais ça marche quoi. Genre si ton but c'est de faire du volume et du viral, il y a des méthodes comme ça. Donc moi aussi je le fais tout le temps. J'ai besoin de cette validation. Est-ce que quelqu'un a vu ce truc qui s'est passé dans le fond? Ok, commentaire. Ok, c'est bon. Tout le monde fait une vanne là-dessus, c'est bon. Je me sens mieux. Et tu vois, ou alors un truc qui t'a saoulé, comme tu dis, et là tu vois les commentaires et t'es un peu d'accord. Voilà, c'est bon, ça génère de la haine sur les réseaux, mais c'est comme ça, quoi. C'est les réseaux sociaux. Mais voilà, donc ma recette de la vidéo, tu l'as vu, c'est storytelling un peu. Franchement, j'ai rien réinventé de la roue. J'ai juste utilisé des trucs qui sont connus et juste, vu que chaque humain est différent, ça génère une vidéo vachement différente. Donc c'est ça qui est cool. Chacun a une manière de parler différemment à la caméra, chacun a une manière de faire son montage différemment, mais la recette est à peu près toujours la même. Voilà. Et puis après, des vidéos qui ne suivent pas du tout la recette, qui sont juste des formats comme ici par exemple, qui sont des formats un peu longs, podcast, où on va délivrer de la valeur. C'est un terme technique de fou, c'est délivrer de la valeur tout le long. Voilà. Et puis ça, c'est des vidéos qui ne sont pas optimisées rétention, mais c'est des vidéos qui plaisent énormément à YouTube parce que c'est des vidéos longues. Donc le potentiel, normalement ton watch time va être élevé, tu vois, parce que les gens ils vont peut-être rester beaucoup plus longtemps, peut-être pas jusqu'au bout, mais ça aura peut-être généré 30 minutes. Et pour YouTube, 30 minutes, c'est énorme. C'est mieux que ma vidéo de 11 minutes qui a fait 100% de watch time. Donc tu te rends compte, tu vois, c'est les vidéos longues, c'est un peu le futur. C'est un peu le truc du moment. Authenticité, vidéo longue. Voilà, c'est les trucs du moment. Donc les boîtes, si vous voulez faire des vues, c'est ça aujourd'hui. Ou sinon, faites de l'ASMR. Ça, oui. Non mais vraiment, ça marche toujours, hein. Non mais t'as des gens, moi je fais partie de ces personnes-là qui kiffent l'ASMR, après il y en a qui aiment pas, je les comprends. Ouais, mais par contre, les créateurs ASMR, mais ils doivent avoir un watch time de fou. Entre les gens qui s'endorment au lit et ceux qui restent jusqu'au bout, qui sont... Ah non mais moi je regarde jusqu'au bout, hein. Je n'ai jamais regardé une vidéo ASMR sans aller jusqu'au bout. Ah ouais, d'accord, c'est un rituel quoi. Ah ouais. C'est fou que ça tienne aussi longtemps, parce que ça a commencé il y a longtemps quand même, l'ASMR. Je dirais 2016 facile, hein. Même voire peut-être avant. Et franchement, c'est encore un truc aujourd'hui super actuel. Ça fait des 300 000 vues, 1 million de vues, sans problème quoi. Mais oui. C'est fou, ouais. Et mais je pense aussi que ce côté relaxant, tu vois, que ça permet de déstresser aussi chez certaines personnes. Tu sais, ça a vraiment des vertus un petit peu thérapeutiques, entre guillemets, pour... Moi, personnellement, ça a des vertus thérapeutiques. Ça m'aide pas mal pour m'endormir aussi, tu vois. Genre, j'arrive pas à dormir, je me regarde une vidéo d'ASMR. Sans déconner, au bout de 10 minutes, je dors. Un petit massage de brain massage. Mais oui, voilà, exactement. Et, mais en vrai, je me tâte à faire une vidéo tu sais, pour expliquer l'ASMR dans le marketing, parce que tu as aussi des boîtes qui utilisent l'ASMR. Ah, ok, je savais pas. Du coup, il y avait quoi? Tu avais une boîte qui avait fait un contenu sponsorisé avec une youtubeuse ASMR. Ok. Et tu regardes les commentaires, c'est un truc de fou. Les gens, ils disent oui, c'est la première fois que je recharge volontairement une ads à cause de l'ASMR. C'est la première fois que je regarde une vidéo ads jusqu'au bout sans skipper, tout ça, tu vois. Oui, c'est ultra smart. Parce qu'en fait, tu vois, ça a tellement ce côté relaxant, et je pense qu'ils ont fait exprès de viser aussi des personnes qui sont fans d'ASMR. Ah, mais c'est ultra fort. Et mais t'as des boîtes, t'as Netflix aussi qui a fait des séries de vidéos ASMR avec des acteurs de leur série phares. Ok, stylé. T'avais quelle boîte aussi? Je crois que t'avais Buffalo Grill aussi. Tu sais, pendant qu'ils cuisent leur steak et tout, en fait, ils font vraiment un focus sur le son de la cuisson du bœuf, des trucs comme ça. Ça marche bien, les trucs juste où c'est une vidéo dans les contenus verticaux, juste, je sais pas, il y a une viande qui est mise sur un truc, ça fait... Juste des bruits en fait. Oui. Tu vois, ça marche hyper bien. Ça, je comprends, ouais. Mais même, tu vois, par exemple, des personnes qui ont des boîtes dans la cosmétique, qui créent elles-mêmes leurs cosmétiques. Par exemple, ça s'appelle comment? Alors, j'ai le terme en anglais, mais j'ai pas le terme en français. En fait, c'est comme une sorte de chantilly, mais pour le corps. En fait, c'est juste que ça a la même matière.
mais en fait c'est une crème pour le corps et du coup en fait elles vont utiliser tu sais les poches à douille comme tu utilises en cuisine et du coup elles vont mettre cette chantilly dans les pots et puis ça fait des petits sons de craquement, des trucs super agréables. Et sans deck, moi qui achète pas leurs produits, mais en vrai, des fois, une fois, ça m'a donné envie d'acheter leurs produits. Hein. Mais du coup, t'avais plein de gens qui arrivaient là juste à cause du côté ASMR. Mais du coup, ça leur générait aussi des clients derrière. Ah, c'est sûr. Même des fois, je tombe sur des vidéos, genre c'est un produit, je sais pas, une crème hydratante ou quoi, juste les ongles qui tapent sur le verre. Genre juste, et après, t'ouvres le bouchon. Ce genre de bruit un peu hyper satisfaisant, je sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment un truc humain explicable de pourquoi on écoute ce genre de truc. Et comme tu dis, il y a des gens qui sont hyper dérangés de ces bruits. Après, il y a des bruits vraiment particuliers dans l'ASMR aussi. Oui, aussi, ouais. Mais il y a des trucs hyper satisfaisants, je pense qu'ils mettent tout le monde d'accord, genre des plops, des bruits un peu de... Le son de la pluie aussi. C'est cool, ouais. Et franchement, j'avais jamais pensé au côté... faire une ads en ASMR, puisque les gens qui kiffent l'ASMR, en fait, ils s'en foutent un petit peu de ce qu'ils écoutent. Ce qu'ils cherchent, c'est un peu... le côté relax. Voilà. Du coup, au final, c'est ultra intelligent. Ouais, j'avoue, très très cool. Et du coup, je me tâte à faire une vidéo en 2 versions qui explique justement l'ASMR dans le marketing. Et je voulais faire, on va voir, hein, ça se trouve, je vais les mettre et tout. Une vidéo déjà sans avoir le côté très ASMR, tu vois, genre je parle comme je te parle là maintenant, tu vois, mais j'explique juste. Et une version vraiment ASMR où du coup je vais chuchoter, tu vois, pour ceux qui... Tu refais la même vidéo mais juste ASMR. Ouais, voilà, mais vraiment j'ai poussé l'ASMR à fond. Du coup tu mets cette vidéo en ligne et tu dis dans la description, si vous voulez écouter la vidéo version ASMR, elle est dispo. En vrai c'est trop smart. Ou alors juste tu la postes en même temps. Ouais, je vais mettre quand même un petit warning pour ceux qui sont pas... Bah ouais, bien sûr. Mais en fait là tu m'as appris un truc, donc ça vaut une vidéo YouTube, hein, clairement. Ou alors une vidéo sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Mais... Ouais, carrément. Bah, sur LinkedIn, pas très sûr parce que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, faudrait vraiment que je fasse une intro. Attention, si vous n'êtes pas fan d'ASMR, ne regardez pas la suite. Non, je pense YouTube. YouTube, c'est l'endroit parfait. On y revient, hein. C'est la meilleure plateforme. Tu peux tout faire. Et les dernières questions, une question un petit peu spicy. Allez. C'est quoi qui te cringe le plus en matière de vidéo ? Que ce soit pour des boîtes ou même en général. Qu'est-ce qui me cringe ? Il y a plein de choses qui me cringe, mais là, il faut que je le trouve. Attends. La musique corporate. Celle-là, non, mais tu sais, elle est presque... Ça me cringe même plus, elle est presque un peu marrante, quoi, au final. Parce elle a passé le stade du cringe. Elle est tellement cliché que ça me fait rire, quoi. Donc, c'est même plus du cringe, ce genre de musique ou vidéo corpo. Qu'est-ce qui me cringe ? Les trucs... Alors, il faut que je choisisse des vidéos verticales ou des vidéos... Non, tout. T'as le choix, là. Les vidéos astuces, ça me cringe un petit peu. Merde, j'en fais. Non, désolé. Mais les trucs genre... est-ce que tu savais que si tu enroules un bout de papier autour de ton truc de... j'en sais rien. Et genre, c'est 8 étapes pour arriver à faire un truc pas si ouf. Voilà, ça, des fois, je me dis... Ah non, ça va, c'est pas trop ça que je fais. Ok, désolé si tu faisais ça, mais voilà, ce genre de trucs, genre les trucs astuces, un peu nulos. Après, il y a des astuces qui sont faites en mode troll, je le sais, ça se voit. Tu vois, les astuces qui sont vraiment débiles, qui servent à rien. Mais les gens qui pensent vraiment te donner une astuce de fou alors que... en vrai... ça me cringe un peu. Après, c'est pas méchant, quoi. C'est des petits contenus sympas à regarder, mais sinon... Ouais, non, je sais pas. Moi, je pense que j'ai un algo qui s'est bien habitué à moi, donc j'ai du mal à retomber sur des trucs qui me cringe vraiment, quoi. Même sur des personnes qui construisent au fin fond de je sais pas où, des piscines sous terre. Ouais, non. Ça, je peux cliquer en plus, hein, pas de souci. Oui, mais moi aussi, le pire. C'est ça, c'est que mon algo, il me connaît parfaitement, quoi. Il sait me proposer des trucs que je regarde tout le temps, et il me propose toujours 2 ou 3 miniatures un peu folles, genre des trucs un peu débiles. Et je me dis, putain, mais ça déchire, quoi. Je m'intéresse à une nouvelle niche, c'est trop bien. Mais ouais, non, par contre, j'avoue, je suis pas trop... quand j'aime pas un truc, je le regarde pas, tout simplement. Ouais. Et du coup, je m'inflige pas ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher l'affaire. Quand ils détestent quelque chose, ils continuent à le regarder. Bah, je regarde plus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rien qui me vient en tête d'autre que ça. Alors ça, j'avais vu passer, mais...
Voilà. Je sais pas, toi, t'as des trucs qui te cringe, toi? T'as vu, c'est pas facile. Quoi, à part la musique corpo qui me cringe de fou. Ouais. Attends, qu'est-ce qui pourrait. Là, on parlait que vidéo ou c'est aussi contenu écrit et tout, je sais pas. Ouais, non, juste vidéo. Juste vidéo, ouais. Ouais, non, mais comme toi, tu vois, j'ai un algo. En même temps, l'algorithme de Il est YouTube, pensé. il est fait pour, Ouais. tu vois, enfin, pour être centré sur ce que tu likes, sur ce que tu regardes au quotidien. Donc, ouais, c'est plutôt bien foutu de ce côté-là. Ok, j'ai un autre truc qui me vient après, si jamais. Vas-y. Peut-être ça t'aiguillera. Des vidéos un peu trop abusées dans le développement personnel. C'est-à-dire que je suis d'accord, le développement personnel c'est trop bien, il y a moyen de travailler sur soi, gagner en confiance, changer des habitudes pour améliorer sa vie. Mais des fois il y a des trucs de développement personnel qui vont trop loin, surtout sur les trucs de... C'était carrément devenu une trend, les trucs de je réduis mon temps d'écran et des réseaux sociaux et genre ma vie va mieux, incroyable. Ah oui, les recettes miracles, là. Je comprends, le fond est vrai, mais genre, je trouve qu'au bout d'un moment, ça y est, genre on a compris, oui, tu vas plus sur Instagram 9 fois par jour, tu vas plus qu'une fois, ta vie est mieux. C'est un peu logique, tu vois, mais genre d'en faire tout un sujet de fou comme ça me cringe un peu ce truc de toujours répéter de nos jours, on est à fond sur les écrans, réduire son temps d'écran, oui, on sait. Tu vois, genre des fois je me dis, bon, bah, ça y est, c'est bon quoi. Tout le monde sait quoi, c'est bon. Mais ça me cringe, et encore cringe, c'est un grand mot. C'est juste, je me dis, fatigué de voir ça. Alors du coup, ça c'est un truc qui me fascine plus, qui me cringe. En fait, c'est mon chéri, du coup, qui est dans la pièce à côté. Il aime bien, du coup, il m'a plongé dans ça. Les unusual memes, je sais pas si tu regardes. Ouais, je vois. En fait, ça me fascine plus que ça me cringe, en fait. Tu vois, genre, en fait, il est capable de passer, je sais pas combien de temps devant, hein, de jouer plusieurs vidéos à la suite. Ouais. Sur des unusual memes, enfin des vidéos à la con comme ça, tu vois. Il est rentré, pour moi ça c'est la sphère un peu Reddit, je sais pas si tu vois. Je suis un petit peu moins familière à tout ça. Un peu moi aussi pas trop, mais je sais que j'avais un pote aussi qui rigolait beaucoup à ce genre de mèmes, ou des mèmes, même des anti-mèmes, je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est des trucs qui sont censés être pas drôles mais ils deviennent drôles parce qu'ils sont pas drôles. Tu vois, on est dans la méta d'une méta, et du coup ça pour moi c'est des trucs de subreddit. Et des gars qui sont un peu des gros nerdos qui sont capables de rigoler à ce genre de choses, mais après c'est plutôt cohérent. Mais après moi j'aime bien ce genre de choses aussi, hein, parce que je suis un peu un nerdos dans l'âme aussi, mais des fois j'avoue ça va trop loin pour moi et j'arrive plus à comprendre aussi. Je me sens un peu boomer des fois, j'avoue. Ouais. Mais et du coup ça existe sous forme de vidéo quoi. Oui, en fait, ce sont des compilations. Déjà le mot regarder des compilations de mèmes, c'est une folie déjà. Oui, en fait, c'est une compilation d'unusual memes. Ok, d'accord. Et en fait, c'est juste une compilation de vidéos qui durent 5 secondes quoi. Oui, ok, où ils font des actions mais vraiment de merde. Enfin, par exemple, ils tombent par terre, il y a je sais pas quoi, genre ils ont percé un mur ou un truc. Des fois, t'as des trucs de ouf, tu te dis mais non, mais ils sont débiles. Et d'autres, tu t'y attends pas en fait, et puis ça te fait rire quoi. Ça va être repris par Apriso là. La meuf qui, tu sais, elle reprend des gens qui chutent et après elle commence sa vidéo en reprenant sa chute. Ah oui, mais c'est une trend là, j'ai l'impression. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Apriso? Non, je sais pas. Je sais pas, je ne la connais pas. C'est un truc de prêt-à-porter, mais genre des invendus, je crois. Bref. C'est des vidéos qui tournent en boucle, c'est trop drôle. Mais c'est dans le même style quoi. Merci beaucoup Justin d'avoir répondu à mes questions. Alors je ne dirais pas c'est la fin de cette vidéo, sinon vous allez... sinon t'as vu. Vite, dépêche-toi. Mais non, c'est pas encore la fin. Je rigole. Il met une presse, c'est pas je rigole. possible. Là les gens ils partent là, coucou. Non, c'est pas la fin de cette vidéo, absolument pas. Alors du coup, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? On peut me retrouver donc principalement sur YouTube. C'est là où je vous conseille d'aller en premier, parce que comme ça vous pouvez découvrir ce que je fais. Et ensuite Twitter, Instagram. Allez, Instagram en premier, ensuite X, Twitter, et ensuite TikTok. Je poste la même chose que sur Insta, donc si vous préférez TikTok, allez-y quoi. Et puis LinkedIn aussi, je poste pas mal de choses. J'ai découvert récemment la puissance de LinkedIn quoi. Genre c'est vraiment puissant. T'as vu? Bah oui, c'est pas du tout à négliger quoi. Genre, LinkedIn est beaucoup vanné, mais c'est un vrai réseau social qui génère des vraies interactions. C'est juste que la tranche d'âge y est différente, ou alors beaucoup plus mixte, on va dire.
Voilà. Et du coup, pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par tes services, je ne sais pas si tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes. Complètement. Donc j'ai un site qui s'appelle justinbuisson.com si jamais vous voulez voir certaines de mes créations. Et puis sinon, principalement vraiment ce que je peux vous proposer, c'est soit des tournages, donc de la captation vidéo, soit du montage vidéo. Alors, je peux quasiment tout faire, il n'y a pas de limite. Et puis du motion design. Puis ça peut être les trois en même temps en vrai. Hein. Je peux tourner votre vidéo, la monter et faire du motion design dans le montage. Donc je peux proposer ces trois compétences principalement. Et puis voilà, avec plaisir pour de nouveaux projets, toujours ouverts. Et puis si jamais vous voulez voir un petit peu comment se déroule un peu ma réflexion et ce que je suis capable de faire, il y a aussi ma chaîne YouTube où vous pouvez carrément me voir travailler. Donc ça peut peut-être vous rassurer ou vous dire que je suis pas mauvais dans mon domaine, etc. Eh ben, on peut officiellement dire que c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Vite. Eh ben, ciao. Ciao. Vite, ciao.